Bonjour les amis, juste une toute petite introduction, toute petite promis, sur cette vidéo numéro 91. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié quelque chose à partir de ce qui a été un peu à l'origine de la création de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire la réinformation sur les questions à la fois géostratégiques et militaires. Bon, il y a aujourd'hui beaucoup d'offres sur le entre guillemets marché, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai pris non pas quelques distances, mais j'ai mis un peu plus de temps entre les différentes vidéos. J'ai été occupé à autre chose. euh, J'avais pas mal de boulot. Alors, cette petite introduction pour vous dire que je vous demande de revenir peut-être demain ou après-demain, parce que je vais faire une petite cartouche pour vous informer de la situation qui est actuellement la mienne face aux réclamations et plaintes dont j'ai fait l'objet. Puis, je voudrais parler de ce durcissement occidental en ce qui concerne pas seulement la liberté d'expression, mais carrément la liberté politique. Et également, demander votre soutien parce que tout n'est pas toujours facile, les pressions continuent. Je ne vous ai pas sollicité pour le soutien matériel. Alors là, je le refais, pas parce que c'est les étrennes qui arrivent, mais parce que je vais en avoir besoin pour un certain nombre de choses. Donc, que ce soit pour me mettre à l'abri de ces pressions ou que ce soit pour financer d'autres projets. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, nos deux amis Hervé Carès et Alexandre Robert sont là. La vidéo a déjà été enregistrée. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. À très bientôt. Bonjour les amis. Voilà donc nos deux experts à nous qu'on a. J'ai vu que l'ARCOM, donc, qui est l'organe de surveillance des télévisions françaises, a émis une recommandation en disant que désormais il fallait que les experts qui étaient invités sur les plateaux soient de vrais experts. Donc, nous avons en face de nous, là, deux vrais experts. L'ami Hervé Carès, que tout le monde connaît, et l'ami Alexandre Robert, que tout le monde connaît. Alors, on a décidé de faire une émission particulière sur la Syrie, sur ce qui s'est passé en Syrie. Ça fait une quinzaine de jours. Euh, Énorme surprise quand même. Quelque chose qui s'est déclenché, auquel personne ne s'attendait. Et la deuxième surprise, ça a été un effondrement en quelques jours de la Syrie. C'est-à-dire que le régime euh, Assad est tombé en poussière. Alors, euh, ça m'a frappé, et ce d'autant que j'ai connu, il y a fort longtemps, le régime Assad. C'était fondé par son père, le parti basse syrien. J'avais même une très jolie photo où je serrais la main d'Hafez el-Assad. Par pure provocation, je voulais la remontrer, je voulais la ressortir. J'étais jeune, hein. C'était en 81, je crois. Mais je ne l'ai jamais retrouvé, c'est pas grave. Donc, c'est un événement pour cette région qui est quand même assez considérable. C'est le dernier représentant des nationalismes arabes qui s'est effondré. Bon, ça faisait un moment que les États-Unis avaient très envie de s'en débarrasser et donc ils sont parvenus à leur fin. Enfin, c'est une présentation que je fais. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils souhaitaient. J'ai vu que après l'effondrement, l'arrivée des troupes agresseurs à Damas, un tweet de Trump disant en majuscule, c'est une façon de s'exprimer fort, ne vous occupez pas de ça. C'est un foutoir, laissez tomber. Voilà. Bon. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être qu'on revienne sur ce qui s'est produit en essayant d'abord de répondre à deux questions. Qui a déclenché ça? Qui a été derrière le lancement d'une opération relativement sophistiquée militairement, je crois? Est-ce que c'est uniquement Erdogan? Est-ce que les États-Unis, administration Biden, sont également dans le coup? Les Britanniques, je ne sais pas, Israël. Euh, un petit peu, qu'est-ce qui s'est produit, hein? Comment est-ce que l'effondrement s'est réalisé et pourquoi? Et deuxièmement, qui était à la manœuvre? Qu'est-ce qui se jette à l'eau? Moi, Bon, ben, toi, moi, je peux y aller. vas-y, Je peux y aller, vas-y, je peux y vas-y. aller.
Vas-y. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un de mes contacts qui habitait en Syrie. Et c'était un ancien militaire et tout. Bon, je vais pas trop parler de lui. Mais depuis un an et demi, il me disait, attention, l'armée syrienne va s'écrouler. Le pays va s'écrouler. Depuis un an et demi, il me disait ça. Il me disait, s'il y a quelqu'un qui donne un bon coup de pied dans le tas, tout va s'effondrer. Mais il me disait ça constamment et à un moment, c'est pas que j'ai arrêté de le croire, mais je me suis dit qu'il exagérait. Il me disait, oui, si demain les Israéliens veulent prendre Damas, ils prennent la ville, il n'y aura pas un coup de fusil et ça va se régler en quelques jours. Euh, mais vu qu'il n'y avait rien qui se passait, voilà, je me disais qu'il exagère. Et non, c'est parce qu'il connaissait très bien la situation. Et donc, dès qu'il y a eu l'attaque, il sentait que ça allait pas bien et il a fini par quitter le pays pour sa sécurité. Maintenant, ce qu'il me disait en gros, c'est que la crise économique en Syrie a fini par avoir raison du pays. C'est-à-dire que Trump a mis en place des sanctions contre la Syrie en 2019, je crois. Et, et c'est ça qui a vraiment fait basculer le pays. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2019, on va dire que bon, l'armée syrienne a réussi à tenir le coup grâce à l'aide surtout des troupes du Hezbollah, des troupes russes qui faisait le gros du travail, ainsi que les milices chiites. Ce sont ces unités qui ont fait le gros du travail pour Bachar al-Assad. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, Bachar avait gagné la guerre civile, puisqu'il est resté au pouvoir. Mais, de ce qu'on m'a dit, la crise économique a fait en sorte que tout le monde a perdu espoir en Bachar. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Rien n'était fait pour aider l'économie syrienne. Donc, il n'y avait plus de pétrole, tout manquait, les médicaments manquaient. Et le moral était au plus bas, notamment dans l'armée. Les soldats ne se faisaient plus payer. Ils se faisaient payer 30 dollars américains par mois. Et les unités, souvent, étaient dégarnies. Les soldats ne désertaient pas, mais ils, ils payaient un peu leurs officiers pour pouvoir rentrer chez eux et travailler. Et donc, les unités, en effectif réel, on parle de 25%. Donc, ce n'est pas des unités qui peuvent vraiment tenir le coup face au choc du, d'une armée bien organisée. Et donc, ça a continué pendant des années. Donc, si les soldats étaient mal payés, je pense que c'était assez similaire pour les états-majors et les soldats, les généraux, qui avaient du mal à sortir leur argent de la Syrie qui était sous embargo, qui avaient du mal à se faire des sous. Donc, après plusieurs années, ils se sont dit, bon, peut-être il faut une autre option à, à ce qu'on vit présentement. Alors, Hervé? ce que tu viens... Attends, je vais rajouter juste une toute petite incise. Ce que tu viens de dire, c'est à peu près le discours que j'ai eu. Bon, j'ai eu quelques contacts encore en Russie, voilà, trahison déjà ancienne. C'est pas une armée qui est vermoulue, mais c'est une trahison de la hiérarchie militaire déjà ancienne. Les gars se sont fait acheter c'est une des raisons de l'effondrement. Euh, ce que D'ailleurs, les meilleures unités ont été euh, déployés au sud syrien. C'est-à-dire, toutes les meilleures unités les plus fidèles à Bachar ont été envoyées le plus loin possible d'Alep, dans les semaines avant l'offensive. Donc, bon, Alors voilà. ça me vient de Russie et je l'analyse comme euh, quelque chose qui est fait, formulé a posteriori pour habiller Oui, le fait que euh, les Russes ont peut-être été quand même un peu surpris de absolument. cette situation. Quoique, il y a beaucoup d'informations qui circulent selon lesquelles ils ont fait des propositions à Bachar il y a déjà un moment, les Iraniens aussi, et que Bachar voulait pas. Bachar semblait jouer une carte plutôt avec la Ligue arabe, qui avait accepté de le réintégrer. Et je pense que c'est la Ligue arabe qui a dû le trahir aussi. C'est-à-dire que, non, mais il jouait tout seul. C'est-à-dire que d'un côté, Bachar est resté très neutre vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire qu'il n'a pas aidé vraiment les Iraniens dans leur guerre contre Israël. Et donc, les Iraniens ont commencé à le lâcher en se disant, bon, il n'est pas fiable. Les Russes le lâchaient aussi parce qu'ils s'approchaient trop des Iraniens. Donc, ils jouaient un double jeu, mais en même temps, ils n'avaient plus d'alliés aussi solides qu'avant.
Et c'est pour ça qu'il a commencé à s'approcher aussi de la Ligue arabe. Donc les Iraniens ont eu encore plus peur en se disant, bon, ce gars-là, on va s'en débarrasser. En tout cas, on va pas risquer notre peau pour lui. Voilà. C'était l'histoire. Et je pense que les pays de la Ligue arabe ont vu une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui, elle est pour l'attaquer. Hervé, Oui, alors donc d'abord, on peut analyser que les informations en source ouverte et puis en tirer des hypothèses. oui, Ouais. Hein, parce que on parle d'expertise, mais en fait, on ne fait qu'analyser. Moi, comme toi, je n'ai jamais été au contact des dirigeants syriens, j'ai jamais été en Syrie, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui ressort à partir des analyses ouvertes Mhm, et des analystes aussi qui connaissent le pays et qui ont parfois des avis qui sont très divergents plutôt que mhm, convergents. Factuellement, ce que l'on peut constater, c'est que le 7 décembre, le format d'Astana, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et la Russie, se réunissent à Doha, donc sous l'égide du Qatar. Et quelques jours après, il y a cette offensive qui est déclenchée par les rebelles, mais en fait, les rebelles, c'est un conglomérat en fait de milices différentes qui sont quand même plus ou moins sponsorisées, enfin plus ou moins très sponsorisées par la Turquie, mhm, qui elle-même a également une autre frange qu'elle contrôle totalement, c'est l'armée nationale syrienne qui se trouve, elle, un peu plus loin et qui se bat en fait plutôt sur la zone kurde. Donc, on a cette offensive qui se déclenche. Lorsque l'on observe les premiers temps, donc il y a la prise d'Alep, hein, avec très très peu de combats, et ensuite ils avancent vers Homs, et là, sur Homs, il y avait des unités qui étaient prêtes à résister, et c'est à ce moment-là où tout s'est quasiment délité, hein, que les unités se sont délitées comme si elles avaient reçu des ordres, très clairement. Hein. Et ensuite, il n'y a pas eu vraiment de combat. Les seuls combats qu'il y a eu, c'est à peu près sur Alep, et encore très très léger. Mais après, l'avancée sur Homs et ensuite l'avancée sur Damas, c'est quasiment en fait un road trip hein, pour les unités rebelles. Hein. Il n'y a pas de combat. Mais, Attends. je- Et oui. lorsqu'ils arrivent à Damas, de manière très très surprenante, il y a même une coopération qui s'installe entre les rebelles qui arrivent, les futurs dirigeants, et puis les organes bassistes, notamment l'ancien premier ministre qui était en place. Hein. Sachant que Bachar al-Assad, lui, s'est échappé sans prévenir tout le monde d'ailleurs, et il a pris un avion vers la base russe. Hein, et ensuite, de la base russe, il a pris un avion russe pour aller directement à Moscou. Moi, je trouve quand même que cet enchaînement d'événements de manière aussi rapide et presque fluide pose énormément de questions. Dans le jeu des acteurs à l'œuvre, que ça soit directement à l'œuvre, que ça soit la Turquie, l'Iran et la Russie. Très honnêtement. J'ai pas de alors attendez, réponse. si je vous comprends bien, j'entends deux raisons qui sont avancées pour comprendre l'effondrement. Hein. On parle de ça et la Mhm, rapidité. C'est premièrement un délitement, voire une trahison des élites syriennes et, comment dire, plus qu'un abandon de la part des alliés iraniens et russes qui ont participé au fait de donner un coup de pied dans le truc pour qu'il s'effondre. Moi, on peut supposer que ouais. lorsqu'ils se sont vus à la conférence d'Astana, ils ont dû, entre guillemets, être d'accord sur la fin prochaine du régime Assad, pour différentes raisons, hein, puisqu'il y avait une volonté de ne pas négocier d'Assad vis-à-vis des Turcs. Les Turcs attendaient qu'il y ait une négociation de manière à ce qu'ils puissent accueillir les réfugiés, les 3,7 millions de réfugiés qui sont sur le sol turc, et Assad se refusait à les accueillir. Bon, comme l'a dit très bien Alexandre, hein, c'est un pays qui est très très fragilisé par les sanctions économiques hein, depuis 2011. Donc c'est un pays qui, sur le plan économique, était en train de se déliter parce que les sanctions économiques, autant c'est compliqué pour faire qu'elles fonctionnent contre un pays comme la Russie, qui a la capacité de vivre en autarcie et qui a énormément de ressources naturelles importantes, autant c'est plus opérant sur des pays comme ça, qui sont rongés par de la corruption, qui sont déjà pauvres, même s'ils ont des ressources naturelles, et qui sont aussi parcourus par des tensions, on va dire, ethniques, hein, avec des zones qui sont Mhm, quand même très marquées. Même si le parti basse avait tout fait justement pour qu'il n'y ait
que ces tensions ethniques disparaissent. Donc, si tu veux, moi je pense que peut-être que les Russes ont été, et peut-être même que les Turcs d'ailleurs ont été surpris par l'avancée des rebelles, mais je pense que tout cela, ça a opéré d'un accord entre ces trois partenaires en fait du conflit, pardon, du forum d'Astana, du format d'Astana, qui se sont mis d'accord sur la fin prochaine et avérée de ce pouvoir. Alors ensuite, quels sont les objectifs de chacun de ces trois partenaires? C'est important derrière de savoir, est-ce qu'ils sont forcément en affrontement les uns les autres? Ben, pas obligatoirement, hein. D'abord, les trois se retrouvent au sein des BRICS, hein, notamment l'Iran. La BRICS, pas Turquie, brisque. des BRICS, pardon, des BRICS. La Turquie, elle, a quand même un enjeu qui est la sécurisation de ses frontières et aussi la neutralisation des Kurdes qui se trouvent sur le territoire syrien. Ça, c'est un vrai sujet et l'évacuation, bien sûr, des 3,7 millions de réfugiés syriens qui sont problématiques pour l'État turc. Les Iraniens, depuis que le Hezbollah a été très, très amoindri, ils savent que sur un plan stratégique, il faut qu'ils se concentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la pérennisation du régime des Mollahs, puisque le régime des Mollahs, quand même, est énormément attaqué en interne du fait de ces différentes lois qui sont de plus en plus mal vécues par la population iranienne, alors surtout la population des grandes villes, hein, c'est toujours pareil, mais en tous les cas, c'est de plus en plus difficile. Et ensuite, ils ont quand même un enjeu stratégique qui est fondamental, c'est celui de l'accession au club nucléaire. Et ils savent que plus ils s'affrontent avec Israël, plus cela risque de jouer contre en fait cette possibilité d'accession au club nucléaire. Ils sont quasiment aux marges de cette accession, puisqu'ils ont la capacité intellectuelle, ils ont peut-être la matière fissile, et surtout, ils ont les vecteurs qui leur permettraient rapidement de devenir une puissance nucléaire. Donc ça, pour eux, je pense qu'ils vont se concentrer sur cet objectif, défendre le régime actuel qui est en Iran, et puis tout faire pour accéder le plus rapidement possible au club des puissances nucléaires, euh, voilà, du club des puissances nucléaires. Et enfin la Russie, les Russes, de toute façon, quand on analyse leur manière de faire, que ce soit sur le théâtre ukrainien ou sur d'autres théâtres, sont des pragmatiques, des cyniques et qui n'ont pas d'affect. Donc à partir du moment où ils ont d'un commun accord décidé que Bachar devait partir, je pense que les Russes ont mis en place un plan pour l'exfiltrer, pour éviter qu'il finisse comme Kadhafi, ce qui aurait été déplorable pour l'image quand même de la Russie, puisqu'historiquement, ils avaient été un soutien depuis les temps soviétiques du parti basse. Donc ça, c'était un des points, mais c'est pas le point majeur, parce que le point majeur pour les Russes, c'est de pouvoir garder leur base sur le sol syrien, et notamment la base de Tartous, plus que la base aérienne, qui date de 2015, alors que la base de Tartous, de mémoire, elle est de 71. Donc on est sur ces objectifs-là qui sont pas forcément antithétiques et qui sont pas forcément opposés. Alors maintenant que les rebelles sont arrivés à Damas et vont tenter, si tenter que ce soit de gérer les parties qu'ils ont conquises, et notamment la zone alaouite, puisqu'on peut être très surpris du fait qu'il n'y ait pas eu de réduit alaouite aussi qui soit mis en place, hein, alors que ça aurait pu être également plausible et possible, hein, notamment lorsque les forces les plus fidèles du régime se trouvaient encore à Homs, il suffisait de bifurquer vers la zone côtière. On va voir comment le régime va arriver à s'accorder, pas tellement avec les Iraniens ni avec les Russes, mais surtout avec les Turcs. Et il ne faudrait pas que les Turcs se retrouvent, entre guillemets, ça serait problématique pour eux, à imbriquer dans la gestion d'une forme de chaos à leurs frontières. Alors, il y a un acteur dont on ne parle pas dans tout ça, mais qui n'est pas un acteur qui a joué dans ce délitement, mais qui en profite. Enfin, il n'a pas joué directement, il a joué indirectement, mais qui en profite très clairement au plan stratégique, c'est Israël, hein, Alors puisque très clairement, là, Israël. Oui, attends. Là, moi, ce que je viens d'entendre, comme quoi il fallait bien attendre quelques jours, hein, oui, c'est que ce que l'un comme l'autre vous me dites, c'est que la machine était vermoulue, que les alliés russes et iraniens en ont pris conscience,
que peut-être qu'on avait Erdogan qui poursuit lui sa propre stratégie et qu'il y a eu une espèce de consensus, je n'ai pas dit un accord, hein, une espèce de consensus, chacun à partir de l'analyse de ses intérêts, pour laisser tomber. Pour laisser Mais j'ai tomber. quelques précisions à ajouter. C'est quand Vas-y. j'ai travaillé sur le sujet, j'ai fait une vidéo et j'ai analysé les semaines avant l'attaque des rebelles. Et depuis début septembre, des articles dans les médias mainstream, dans les pays arabes, parlaient d'une offensive rebelle dans le secteur d'Idlib. Les gens le savaient, les Russes le savaient. Et d'ailleurs, les Russes ont commencé à bombarder les concentrations de troupes autour d'Idlib. Donc, c'est pas comme si les Russes ont tout laissé faire non plus. Ils ont quand même bombardé. Ils ont lancé des drones. Ils avaient des équipes spécialisées d'opérateurs de drones qui attaquaient les concentrations de troupes à Idlib. Bon. J'ai aussi vu un reportage d'un reporter de guerre russe qui est parti en Syrie 2 semaines avant l'attaque. Et il interviewait les soldats qui lui disaient, oui, on se fait constamment harceler par les drones de rebelles, il y a quelque chose qui se trame. Et on n'arrive même pas à faire nos relèves sans se faire attaquer et tout. Bon, donc on savait ce qui se passe, qu'il allait se passer quelque chose. Après, il faut savoir qu'une des raisons du désaccord entre Assad et Erdogan, c'est que Assad, il a dit, on fait des accords, mais vous, les Turcs, vous devez partir de Syrie. Ce qu'Erdogan a dit non. Ça, c'est un petit truc qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'intégralité territoriale des pays, hein, un certain pays que l'Occident adore tant, intégralité territoriale, mais pour la Syrie, non, là, il faut faire des accords. Là, bon, il faut pas trop en demander. Maintenant, Assad a dit non. Une autre raison pour laquelle il refusait le retour des réfugiés, c'est parce qu'ils sont principalement contre Assad. Donc, c'est des millions de gens opposés politiquement à son parti. Donc, il n'en voulait pas pour des raisons économiques et politiques. Bon, Erdogan lui a forcé la main en armant ces groupes. On savait très bien que la Turquie, c'est celle qui a organisé cette offensive, comme c'est la Turquie qui a organisé l'offensive en Azerbaïdjan. On remarquera les similarités entre le blitzkrieg de l'armée de Azéri contre les Arméniens et le blitzkrieg des rebelles d'Idlib. Même procédure, même rapidité, pareil. Donc c'est très similaire. On voit la main des Turcs et ils arrivent très bien à gérer leurs troupes. Maintenant, on a vu que les troupes syriennes se sont délitées à Alep, puisque avec 25% d'effectifs, avec des conscrits hmm, peu motivés, ça allait pas tenir. Mais aucun renfort n'a été envoyé. Aucun renfort n'a été envoyé. Malgré le fait que depuis des mois, on sait que quelque chose se trame à Idlib. Donc voilà, je voulais dire qu'il y a trahison. Mais maintenant, moi, ce que je pense, c'est que oui, c'est vrai que les grandes nations, les grandes puissances se sont rencontrées pour discuter de ça. Les Russes, je pense qu'on ont même parlé avec l'ambassadeur de Turquie de ce que j'ai entendu dans des rumeurs en lui demandant qu'est-ce qui se passe à Idlib. Apparemment, les Turcs leur ont garanti non, non, on va rien faire. Non, non, inquiétez-vous pas, c'est juste pour sécurité Idlib, politique intérieure. Apparemment, c'est ce que j'ai lu. Bon, Hmm. je pense aussi que les Turcs, je pense aussi que personne ne s'attendait à ce que les Turcs gagnent autant de terrain. Donc, il faut se rappeler qu'en 2019, les Russes, avec l'armée syrienne, avaient lancé une offensive sur Idlib qui a pris une dizaine de kilomètres. Mais c'est là où les Russes et les Turcs se sont rencontrés pour faire une sorte de cessez-le-feu qui tenait jusqu'à maintenant. Je pense que les Russes et les Iraniens s'attendaient à une offensive d'Idlib, mais une offensive limitée. Personne ne s'attendait à ce que tout le régime s'effondre. Et donc, oui, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'Idlib, les rebelles prennent 10-15 kilomètres pour forcer la main à Bachar al-Assad, mais personne ne s'attendait à ce que son armée ne s'écroule comme ça. Et je pense que c'est la seule raison qui explique un peu l'inaction de tous les pays, puisque les gens ne savaient pas à quel point son état-major allait le trahir. Je pense que les gens s'en doutaient, mais pas à tel point. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que Alep tombe totalement. Personne ne s'attendait à ce que les rebelles continuent jusqu'à Hama, continuent jusqu'à Homs, et à chaque fois, ils avancent, ils prennent du terrain. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que ce n'est pas les troupes de HTS, donc
la frange islamiste qui contrôlait Idlib, c'est pas eux qui ont pris Damas, mais ce sont les rebelles du sud, à Dera, qui ont pris Mm. Damas. Donc, il y a eu plusieurs offensives simultanées. Donc, il y a eu celle d'HTS qui a vraiment brisé l'armée syrienne, qui a percé le front. Mais en même temps, comme tu l'avais bien dit, il y a l'ANS, donc l'armée syrienne, qui est aussi sous contrôle turc, mais un peu plus laïque, qui a aussi lancé son offensive contre les Kurdes. Un peu plus, je dis comme ça, un peu un mini Mm. plus. Et après, il y a la faction à Dera qui a aussi pris les armes et qui a lancé son offensive. Donc, c'est plusieurs offensives en même temps, mais personne ne s'attendait à ce que l'armée syrienne ne s'écroule aussi vite. Ça, c'est mon avis. Mais en fait, elle s'est pas écroulée, c'est que en fait, elle s'est délitée elle-même, en fait. Il n'y a pas eu de combat, en fait, tu vois. Voilà. Les, les, Il y les- en a eu, mais pas beaucoup. mais à Alep, il y a eu des combats, mais après, ça. Il y en a eu à Hama, il y en a, non, il y a eu au nord de Hama, il y a eu plusieurs attaques contre-attaques. Il des y a es- eu Ouais, mais il y a- c'est plutôt des escarmouches, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je suis d'accord. Mais vu que ça s'est passé très vite, on va appeler ça des escarmouches, et les Ouais, troupes ont reçu l'ordre de reculer. C'est un peu ce qu'on entend. ouais, ouais. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de troupes, on va dire les plus loyales à Bachar al-Assad, ont vu que c'était une cause perdue. Donc, elles ont juste fondu. C'est-à-dire qu'elles se sont dit, bon, on va continuer le combat une prochaine fois. Là, ça sert à rien. Et les gens, ils sont tous rentrés chez eux pour défendre leur famille. Ton régiment, il peut être à Damas, ta famille à l'attaquer à Tartous, faut les protéger aussi. Donc, je pense que beaucoup de soldats se sont dit, bon, allez, on rentre chez nous. Ils ont cette mentalité tribale de défendre leur village. C'est possible, je sais pas, je fais juste brainstorm un petit peu. Beaucoup de Non, mais, soldats sont rentrés non, chez mais tu as eux. raison, puisqu'il y a déjà des forces, entre guillemets, ex du gouvernement syrien qui se sont déjà illustrées par des combats, notamment dans la région de Latakia, hein. Il y a eu une embuscade, c'est ça, une embuscade où plusieurs euh, membres de HTS ont trouvé la mort, je crois, 6 ou 7. Hmm, Donc hmm. il peut y avoir une forme de guérilla. Dans la zone alaouite, je pense essentiellement, hein, qui pourrait amener les rebelles, les forces rebelles ou les forces qui ont pris le pouvoir là, à être en difficulté dans certains endroits. Parce que l'avenir de ce territoire, on va pas dire pays, parce que ça fait longtemps que c'est plus un pays là depuis quasiment le début de la guerre civile en 2011, c'est le chaos, hein, le chaos éventuel. Attends, Hervé, Ouais. excuse-moi. Là, effectivement, tu passes à la. Qu'est-ce qui va peut-être arriver? Je reviens un tout petit peu en arrière en synthétisant ce que vous venez de nous expliquer. C'est que il y a eu probablement des décisions chez les alliés et chez l'adversaire qui était Erdogan, je ne dis pas l'ennemi, l'adversaire qui était Erdogan, une décision disant, bon, on va arrêter de tenir ce truc à bout de bras. Donc, mais qu'il y a quand même eu, ce que tu dis, Alexandre, il y a quand même eu une surprise devant l'effondrement. Hein, le délitement, j'ai vu des photos, les gars balancent leur. Enfin, c'est classique en plus, je veux dire, une armée l'armée syrienne s'est débandée. C'est peut-être le bon terme. Alors, euh, donc, sur la responsabilité, la question que je posais au début, sur la responsabilité, euh, alors que tous les réseaux, tout le monde, quand ça s'est déclenché, on dit c'est un coup de l'hégémon américain et d'Israël. Ce que vous nous dites, non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, concernant ce stade, moi je reviens à la réaction de Trump qui m'a beaucoup surprise. Alors ça peut être effectivement une façon de se démarquer de l'administration Biden parce qu'on est dans une situation quand même extraordinaire, quoi. On est avec l'assassinat de Kirillov à Moscou, une situation extraordinaire, c'est-à-dire que l'administration qui doit être partie dans un mois continue à faire comme si elle avait tout le temps Mais devant elle. C'est stupéfiant. Mais tu Et- sais, Régis, il y a un autre truc intéressant, c'est que l'offensive des rebelles d'HTS a été lancée le jour même du cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah au Liban.
Donc j'ai toujours eu des Alors, questions à propos de ça. alors, voilà, justement. Bon, est-ce que alors, c'est schématique hein, de dire, bon, ben, finalement, Russie, Iran, Turquie, chacun dans la défense de leurs intérêts, ont, pour les uns, lâché Assad, pour l'autre, lui ont donné un coup de pied, avec une surprise chez tout cela, devant un effondrement qui n'était peut-être pas attendu aussi rapidement. Alors maintenant, je m'interroge sur l'effet d'aubaine, c'est-à-dire pour les États-Unis et surtout, mon cher Hervé, pour Israël. Effet Hmm. d'aubaine, c'est-à-dire que, hop, tout d'un coup, une des épines dans le flanc s'effondre. Alors bon, avec des perspectives qui sont difficiles à définir. Bien, donc, nouvelle situation, un pays transformé en poussière, un environnement particulièrement délicat. J'ai relu des articles sur le traité de 1923, quand on a démantelé l'Empire ottoman, parce on parle Hmm. toujours du traité de Versailles, etc. Mais cette, cette, euh, cette péripétie-là, historique, extrêmement importante, on la connaît mal, et c'est là où on voit les mosaïques. Ce que l'Empire ottoman faisait tenir, c'était pas mal quand même, hein. C'était pas mal parce que c'était quand même euh, des mosaïques invraisemblables de communautés, de religions, même de nationalités d'une certaine façon. Enfin bon, toujours est-il que maintenant, euh, avec l'effet d'aubaine dont manifestement Israël s'est emparé, euh, vers quoi on peut aller? Alors, tu avais Ouais, commencé Hervé, hein, quand je t'ai ouais, interrompu. bon, Ouais, je te d'abord, laisse. hypothèse 1, c'est le chaos sur le modèle libyen. C'est avoir une situation de guerre perpétuelle avec des acteurs qui se, qui s'affrontent sur le terrain. Donc là, les acteurs que l'on pourrait imaginer, eh bien, ça va être tout simplement les communautés qui Mhm. préexistent sur ce territoire, que ce soit les Druzes. Alors, on pourra en reparler après des Druzes parce qu'ils sont très très proches de la problématique israélienne, les Alaouites, possiblement, hein, sur la frange côtière, ensuite les communautés sunnites, et bien sûr les Druzes, pardon, les Kurdes. Et les Kurdes, c'est un vrai sujet. C'est un sujet puisque là, ils étaient un petit peu à l'ouest de l'Euphrate. Là, ils se sont recentrés, puisqu'il y a eu des offensives hein, de la part de la l'ANS, et notamment des troupes rebelles contre les positions kurdes qui étaient à l'ouest de l'Euphrate, et maintenant ils seraient plutôt passés à l'est de l'Euphrate. Et eux, originellement, ils étaient soutenus par les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont maintenir ce soutien aux Kurdes? Et nous aussi, il y a eu également des forces françaises qui ont participé et qui ont appuyé les Kurdes, notamment lors de la reconquête des différents Mhm. bastions de l'État islamique. Donc il y a cette situation-là. Ensuite, l'autre situation qui pourrait arriver, c'est une situation pacifiée par le pouvoir actuel. Mais pour que la situation soit pacifiée, au-delà de l'aspect sécuritaire, il faudrait que les sanctions soient levées, les sanctions économiques. C'est parce que la situation qui a mené au délitement de Assad est toujours préexistante, hein. C'est qu'il n'y a pas plus de richesses et de monnaie qui circulent qu'avant, hein. Sachant que les États-Unis, dans la zone kurde, ponctionnent du pétrole syrien, volent du pétrole syrien, donc des richesses qui sont quand même importantes pour un pays qui, qui est en situation difficile sur le plan économique. Et après, la troisième solution, c'est éventuellement la sécession de certaines parties du territoire. Donc une partie alaouite, là, je pense que ça sera difficile puisque j'ai l'impression que les rebelles ont réussi quand même à bien s'implanter dans la zone côtière, mais c'est à voir, on ne sait jamais. Une sécession peut-être de la partie kurde et puis une partie centrale qui serait, entre guillemets, sunnite et proche de la Turquie avec la partie druze, donc c'est la partie du Golan, hein, une partie qui serait annexée par Israël ou une sécession turque qui serait sous protectorat israélien. Il faut savoir que les Druzes ont demandé à les zones druzes qui sont en bas du plateau du Golan, puisque les Israéliens sont descendus hein, maintenant du plateau du Golan, les villages druzes ont demandé à être annexés par Israël. Donc, voilà, globalement, les trois hypothèses que l'on peut voir à partir des éléments que l'on a actuellement. Mais il faudrait aussi analyser le portrait démographique de la Syrie, c'est-à-dire que euh,
Donc là, j'ai quelques données. Donc, en gros, les sunnites forment environ 70-75% de la Syrie. C'est-à-dire que le régime de Bachar al-Assad, qui était soutenu par les Alaouites, les Alaouites ne forment que 10% environ. Oui. En fait, c'est l'image que l'on a, mais c'est un petit peu faux en fait, parce que justement la force du parti basse, ça avait été qui était les fondateurs du régime syrien étaient des Alaouites, mais en fait leur force c'est qu'ils se sont beaucoup appuyés sur les sunnites et notamment la bourgeoisie sunnite, et ce qui fait Mhm, qu'ils mhm. cherchaient à avoir un équilibre en fait, et notamment la bourgeoisie sunnite entre Damas et puis celle d'Alep, hein, qui était historiquement en affrontement, notamment à l'époque de l'Empire ottoman. Nous, en fait, c'est plus équilibré que l'on pourrait le penser. Absolument. Et je suis Michel content Aflaq, le que... fondateur du Parti basse, était chrétien, hein. Hmm. Oui. Mais merci d'avoir précisé, tu as 100% raison. Donc, mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, donc on parle des sunnites qui sont à 75%, mais dans ce groupe sunnite, il y a les Kurdes. C'est-à-dire que les Kurdes qui forment environ 10% de la population. Donc, les Arabes sunnites forment la majorité à 60%. Après, il y a une mosaïque de peuples et de ethno-religieux. Donc, il y a les Kurdes à environ 10%, il y a les Druzes à 3%, il y a les Alaouites à environ 10-12%, et les chrétiens, c'est le grand mystère parce que s'ils étaient nombreux avant la guerre civile en Syrie, donc à 10% quand même, beaucoup ont quitté le pays pour ne jamais revenir. Donc, les estimations les plus basses sont à 3%, mais bon, si on vise au milieu, on peut être à Et, 5-6%. et je pense même qu'il va y avoir un exode des chrétiens. Voilà, donc qui sont déjà partis ces derniers Mm. jours, puisqu'ils n'ont aucun futur dans la région. Donc, si on peut voir quand même ce qui s'est passé dans les 20 dernières années au Moyen-Orient, c'est l'exode des dernières communautés Mm. chrétiennes d'Orient. Ça, c'est Mm. un événement historique, c'est-à-dire que ça a pris presque 1500 ans pour que ça arrive. Mais Mm. voilà, au final, les derniers chrétiens qui soient d'Irak, du Turquie, du Liban aussi, beaucoup partent du Liban. Hein, d'ailleurs, au Canada, il y a une grosse communauté libanaise qui est majoritairement chrétienne. Donc voilà. Maintenant, pour la suite des événements, faut comprendre l'aspect démographique. Les chrétiens ne risquent pas de jouer un grand rôle dans cette histoire. Les Alaouites, je pense qu'ils vont toujours se rabattre dans leurs montagnes et faire profil bas. C'est-à-dire que même dans leur religion, on voit qu'ils ont pris des éléments de toutes les forces qui les ont un jour conquises. Donc, ils vont faire profil bas pour l'instant, tout comme les Druzes, qui vont faire semblant d'être, oui, oui, d'accord, on est avec vous, et ils vont attendre. Parce qu'ils savent que s'ils font un combat maintenant, ils vont se faire écraser par cette armée de rebelles. Mais les Druzes, ils vont se mettre sous protectorat israélien, hein. Oui, 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 oui. Ah, voilà. Donc, les Druzes, eux, ont la chance d'être proches d'Israël. Donc, Exactement. ils ont la chance d'être proches d'Israël et concentrés sur un même endroit. C'est-à-dire que les communautés chiites, par exemple, de la Syrie, étaient assez éparpillées dans le pays. Une ville là, une ville là, une ville là. Donc, ils se font facilement encercler et de faire des noyaux de résistance, c'est très difficile. Les Druzes étaient tous concentrés dans une région. Donc, même si au niveau global de la Syrie, ils ne représentent que 3% de la population, c'est des centaines de milliers d'hommes qui Ouais. peuvent former leur De- de- propre de- zone autonome. D'autant que les citoyens druzes qui se trouvaient sur la partie du Golan occupée par les Israéliens ont acquis la citoyenneté israélienne, hein, Exact. et qui sont déjà intégrés dans l'armée israélienne. Donc il Exact. faut imaginer que la porosité entre Israël et les communautés druzes est très importante. Oui, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo intéressante d'Alexandre Delval à ce sujet, et il explique très bien que les Israéliens font confiance aux Druzes. C'est d'ailleurs une des seules communautés dans la région qui, qui fait partie intégrale de l'armée israélienne en Israël. C'est-à-dire qu'il y a quand même une confiance entre les deux communautés, et le fait que les Druzes soient bien traités en Israël pourrait amener les autres communautés druzes à aussi euh, entrer soit en zone autonome ou carrément par annexion avec Israël. Maintenant, je pense que ce qui va être compliqué, donc les Druzes, je pense qu'on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais la question, c'est la région alawite. Exactement. Euh, Mm. Puisqu'ils sont, ils sont très proches de la Turquie,
ils ont une forte communauté turkmène dans la région, donc des gens qui sont descendants des Turcs, qui eux veulent faire partie de cet empire ottoman. Les Turkmènes d'ailleurs forment la quasi-totalité des cadres de l'ANS, Hmm. donc ce sont des gens d'origine turque. Donc ça va être un enjeu clé. Et le deuxième, c'est le Kurdistan. Maintenant, la Turquie déteste les Kurdes de Syrie, plus que tout, puisqu'ils parlent la même langue que les Kurdes de Turquie. Ils sont extrêmement proches l'un de l'autre. Donc, la destruction des Kurdes de Syrie pour la Turquie, je pense, est un objectif, un enjeu primordial, puisque cette zone peut servir de base arrière pour le PKK. Tant que les Kurdes restent en Syrie, il y aura une base arrière possible pour le PKK en Turquie. Donc, je te laisse continuer. Non, mais on va laisser parler Régis, là. Oui, alors là, moi, à vous entendre, je me dis bon courage pour faire quelque chose qui tienne, hein, parce que avec toutes ces communautés qui ont chacune leur histoire, les Turkmènes, moi, je fais une observation à caractère général, c'est l'histoire longue, quoi. Il y a des choses qui travaillent tout ça depuis si longtemps et finalement. Euh, c'est pas un retour en arrière, c'est une remise à jour, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place dans les années 60 du nationalisme arabe. Moi j'ai bien connu, quand j'étais jeune, l'Égypte dirigée par Nasser. J'ai même été en Égypte. Alors, c'était juste après la mort de Nasser. Hein, j'ai eu l'occasion de serrer la main de Sadat. Hein, j'ai serré la main de quelques Arabes comme ça. Là, j'ai pas eu de photo. Mais non, tout ce système, la Libye, bien évidemment, il y avait l'Algérie, bon, et au Moyen-Orient, à un moment, il y avait même eu une fusion entre Irak, Syrie et Égypte, hein, pour un ensemble arabe unique. Bon, tout ça a volé en éclats. Et donc là, c'est retour au chaos, quoi. Retour au chaos. Et je crains plutôt, mon cher Hervé, que ce soit un scénario à la libyenne avant que ça se stabilise un peu, sachant qu'en Libye, c'était Mhm. moins un morcellement ethnique comme ça, plutôt que tribal avec des seigneurs de la guerre. Enfin bon, en tout cas, c'est une situation qu'il est extrêmement difficile de prévoir. Ce qui explique Mais, pourquoi mais Israël là où c'est a pris ses gages. Mais là où c'est très intéressant, c'est que maintenant, est-ce qu'Israël savait à propos de cette offensive? Je, je pense qu'ils en étaient conscients. Je pense que les Israéliens ont joué leur rôle dans la chute de l'armée syrienne, puisque depuis un an, ils bombardaient sans cesse. Non, depuis en Hmm. fait 4 ans. Depuis 4 ans, ils Hmm. bombardaient sans cesse toutes les unités syriennes reliées avec l'armée iranienne. Mais bon, les deux armées étaient unies presque à ce moment-là. Donc, les Israéliens ont joué leur rôle et je pense que les Turcs ont pris l'opportunité, ont vu l'opportunité et voilà, ils ont attaqué. Bon, Est-ce que les, mais sauf maintenant, que est-ce que les, ouais. je pense que l'intervention d'Israël va plus loin. Hein. Je pense qu'y compris dans le, je veux dire, l'achat, hein, d'une partie de la hiérarchie militaire, le fait d'avoir des agents, parce qu'ils ont bénéficié d'informations, par exemple, lorsqu'ils ont bombardé l'ambassade d'Iran à Damas. Ils savaient l'endroit, ça, ils le connaissaient, mais ils savaient qu'il y avait un chef iranien extrêmement important qui était là, etc. Bon, là, mais, alors ils sont pas manchots hein, dans ce domaine, mais, ils sont même très forts. Alors moi mais j'ai, de leur point de vue, juste 2 secondes, pardon, 2 secondes, c'est que je pense que Netanyahou a aussi accepté ce cessez-le-feu au Liban pour intervenir en Syrie. C'est-à-dire qu'il a vu l'opportunité, il a dit aux troupes du Liban, on reste là, on se concentre sur le prochain objectif qui pourrait être la Syrie, qui est beaucoup plus important en termes géopolitiques pour Israël, en prenant contrôle d'une partie de la Syrie, on coupe les lignes d'approvisionnement du Hezbollah avec l'Iran pour toujours. Et donc pour eux, c'est un enjeu stratégique. ça c'est à voir, mais alors j'ai deux questions, messieurs. La première, c'est les bases russes, quel avenir pour les Mhm. bases russes? Et la deuxième, c'est est-ce que Erdogan est suffisamment dans son hubris hein, pour souhaiter pousser
en direction de la restauration de l'Empire ottoman, non pas la totalité, mais de récupérer et de continuer à être le sultan. Alors, petite remarque concernant, je vous propose qu'on commence par les bases russes. Moi, je pense que les Russes vont rester là un moment. Après, s'ils s'en vont demain, je dirais, bon, bah, très bien, hein. Mais je le voyais plutôt comme ça, avec une référence. C'est pas la peine d'être copain avec un pays pour y maintenir une base, n'est-ce pas, Guantanamo? Hein, donc voilà, je pense que euh, ils vont la garder, même s'ils ont des solutions de repli. Ils négocient avec l'Érythrée, d'après ce que j'ai compris. On parle beaucoup de l'Algérie, ça j'en sais rien. L'Érythrée, c'est semble-t-il assez avancé. Voilà. La Alors Libye. Mais je comment? pense qu'Hervé a plus étudié le sujet que moi, donc je te laisse parler. Non, je n'ai pas étudié, je fais des hypothèses. J'ai beaucoup observé d'ailleurs l'attitude des Russes vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et il faut savoir quand même, à titre indicatif, que lors de l'arrivée des troupes rebelles à Damas, il y a une ambassade qui a été saccagée, c'est celle de l'Iran, et l'ambassade de Russie Mhm. a été conservée intacte. Donc c'est quand même un point important parce que c'est la grande puissance quand même qui est implantée avec les États-Unis sur le sol syrien et c'est pas négligeable. Les rebelles savent très bien que les Russes ont une capacité de rétorsion, quoi qu'on en dise, mais aussi une capacité d'appui Mhm. éventuellement ou de rééquilibrage par rapport à d'autres acteurs et je pense notamment par rapport à Israël puisque Israël s'est ingénié depuis quasiment une semaine, plus de 500 frappes, à détruire tout le potentiel militaire de l'ex-armée syrienne au cas où les rebelles auraient l'intention Mhm. de s'en servir. Ce qui fait d'ailleurs d'une certaine manière quand même le jeu des Kurdes, ne l'oublions pas, Mhm. Mhm. et remet les Russes quand même au centre d'un positionnement où ils deviennent une force de rééquilibrage possible sur lequel les rebelles pourraient s'appuyer éventuellement. Parce que les Russes, comme je vous l'ai dit, sont des pragmatiques, hein, de toute manière. Hein, et ils hésiteront pas pour garder leur base euh, sur le sol syrien à faire éventuellement un retour d'alliance, surtout qu'eux, ils n'ont aucun problème avec l'islam et les islamistes en général, à tel point qu'ils sont en train de renouer des liens diplomatiques avec les talibans. Donc, ils ne font que de la réelle politique, hein, et ils ne font que ça. Alors, Alors, j'en attends, reviens au... Hervé, Ouais. je vais t'interrompre une seconde à ce stade. Moi, il faut bien que les vieux, ils aient des choses à dire, hein. Vas-y, ouais. Donc, je fais état de mon vécu et de mes témoignages. Moi, j'ai bien connu l'Union soviétique, j'ai eu des responsabilités internationales, j'ai fait des missions d'observation, et les soviets, ils avaient des affects, incontestablement. Moi, je me rappelle sur l'Éthiopie, naturellement en Angola, quand on faisait des conférences, il y avait le sentiment, on est là pour aider. Il faut voir les efforts qu'ils ont fait pour le Vietnam. Le Vietnam, c'était un secret d'État que l'aide qui était apportée à ce pays. Hein, donc, bien évidemment. Donc là, c'est fini. Ça, c'est fini. Je pense qu'ils sont désormais, les affects, hop, on les a rangés, ça nous a coûté très cher. Ils ont toujours, ils ont toujours la même formation de leur diplomatie, qui est extrêmement professionnelle. Ils ont une armée qui tient la route, mais le côté, comment dire, idéologique, le côté un peu militant, celui-là, il a complètement disparu. Mais je l'ai connu. Ouais. Donc, il y a les deux bases, donc la base aérienne qui date de 2015, qui est plus récente, et la base historique, la base de Tartous. Sur un plan Mhm. stratégique, la plus importante, c'est la base de Tartous, si on parle de géopolitique, et notamment Mhm. à l'échelle du théâtre maritime méditerranéen. Par contre, la base aérienne est très importante pour le positionnement des Russes en Afrique, et notamment Mhm. le ravitaillement des différentes SMP qui sont positionnées en Afrique, voire également dans leurs activités au Soudan et ou vers d'autres alliés comme oui l'Éthiopie par exemple. Donc on est quand même sur deux enjeux qui sont majeurs et je pense que on le verra hein, dans les prochains jours si les négociations de location, je dis bien de location, ce sera aussi une source de revenus pour le pouvoir en place. Faut pas l'oublier, on est dans un pays quand même qui est appauvri et notamment l'État qui est appauvri par les sanctions. Donc toute source de revenus Mhm. n'est pas à négliger. Mhm. 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 Alors, Erdogan, sultan ou pas sultan?
Non, À mais voir. Erdogan, il poursuit un repositionnement de la Turquie au sein de son ancien espace turc, au sens de l'Empire ottoman. Je ne pense pas qu'il va chercher à récupérer intégralement les territoires, mais créer en fait des formes de pays alliés, de pays alliés qui leur permet de contrebalancer d'autres acteurs géopolitiques. C'est ce qu'ils ont fait d'une certaine manière avec l'Azerbaïdjan. Et puis là, très typiquement, je pense qu'ils vont chercher à créer une enclave sunnite qui soit plutôt frériste, parce que faut pas oublier que dans les islamistes, il y a les gens qui relèvent du salafisme et Mhm. les fréristes, qui sont complètement différents dans leur approche aussi bien spirituelle que opérationnelle en termes de, d'extension de la zone euh, assujettie à l'islam. Mais je pense qu'on est plutôt sur cette approche-là. Mais on en revient à ce que disait Alexandre. Je pense que vraiment leur grand enjeu, c'est la neutralisation des velléités kurdes de créer un espace autonome kurde qui serait qui hypothéquerait une partie du territoire turc. Donc on est tout à fait là-dessus. C'est cette lutte éternelle contre le PKK qui se poursuit sur le territoire syrien. Mhm. 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 Donc, D'ailleurs, certaines rumeurs parlent d'une potentielle offensive turque en Irak du Nord aussi. Donc, à voir. ouais, mais alors là, comment dire, parce que Erdogan a remporté incontestablement une victoire, là, enfin une victoire. Il a eu des objectifs, il les a atteints plus qu'il n'imaginait. Attention aux victoires à la Pyrrhus, parce que si ça se transforme en cloaque géostratégique, Oui, ben, c'est d'ailleurs c'est bon pour personne, ça. Mais peut-être, là où je voulais en venir, c'est que peut-être que même pour Erdogan, ça devient un gros problème. Parce que si on prend l'optique qu'il s'attendait à une offensive limitée, disons qu'il s'arrête à Alep. Pour lui, ça, il peut annexer une région qui va de Idlib à Alep en disant ça, c'est à nous, mais il y a toujours le régime syrien en place et que c'était le régime syrien qui signait, OK, on vous donne ça et on finit la guerre. Donc je pense qu'il se disait ça. Maintenant, il a tout un pays à gérer. Ben, c'est pas lui qui va gérer, mais les Turcs ont un gros problème maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc Exactement. je pense qu'au début, il s'attendait à une offensive limitée, forcer la main à Bachar en disant, OK, ces territoires ne sont plus sous la régie de l'État syrien, vous faites ce que vous voulez avec ça, puisque déjà à Idlib, c'est la monnaie turque qui est utilisée, les gens apprennent le turc, les enfants apprennent le turc à l'école, donc ce sont des Arabes qui vont être turquifiés, je ne sais pas. Et, mais maintenant, Erdogan se dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tous les pays se disent, tous les pays se regardent en ce moment et se disent, mais on fait quoi? Donc, ça va être très intéressant. alors, sur le chaos dont je parlais, moi, je considère, concernant Israël, que Israël, il y a eu un effet d'aubaine et qu'Israël a pris des gages géostratégiques. Le Golan, moi j'ai été sur le Golan. En fait, je passe mon temps à rappeler des souvenirs, mais j'étais du côté syrien à ce moment-là, avec le village qui est juste en dessous du plateau et qui a été totalement dynamité avant d'être évacué par les Israéliens. Et donc, mais je veux dire, cette situation qui va être probablement très difficile à gérer, ce que tu viens de dire, Alexandre, sur Erdogan, c'était pas ce à quoi il s'attendait. Bon, les Israéliens ont pris des gages. Le Golan c'est des gages. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques zigotos qui étaient venus avec des grands panneaux en disant ah c'est le grand Israël, mais je suis pas sûr que ça soit considéré par Netanyahou comme une excellente idée. Mais maintenant, ce truc tombé en poussière, il est fort probable, et tu parlais d'Idlib. Idlib, c'est intéressant, le statut de la femme à Idlib. C'est amusant, les photos et les vidéos qu'on voit. À côté de ça, l'Iran, c'est carrément, comment dire, du striptease par rapport à ce qu'on voit là. C'est-à-dire que c'est la partie, et tu as raison, Hervé,
il y a les fréristes et les salafistes. Et il semble que HTS, là, ou c'est HTC, je ne sais plus comment il En s'appelle, anglais, HTS, en HTS. arabe, HTS. Ouais. Et donc, ce soit salafistes, ils ont d'excellentes relations avec le Hamas, et et on a déjà vu les premières manifestations, ils vont installer Attends, ce sont les héritiers d'ISIS quand même. Hein. Je sais bien qu'on a ripolliné Golani, pardon, pour en faire un djihadiste modéré. Bon, Mais disons que les islamistes de HTS risquent de mettre un peu d'eau dans leur vin. oui, oui, non, mais Ils enfin, veulent. oui, mais on va voir. Mettre de l'eau dans leur vin, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que ça va être très difficile pour les femmes syriennes. Ça, c'était, Absolument. ça, c'était un régime, euh, quoi qu'on en pense, où il y avait effectivement une liberté et une promotion de la femme. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, si c'est chaos et cloaque, on va, peut se poser le problème des réfugiés tel que celui qu'on a connu pour la Libye. Et Mais quand on voit, il faut se remettre à la place de HTS. Donc, HTS, pour l'instant, a un conglomérat de rebelles à prendre en charge plein de communautés. Donc, je pense que, numéro un, ils ne veulent pas des rétorsions de l'Occident. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, ils vont faire la takia, comme on dit en islam, c'est-à-dire qu'ils vont faire semblant, en tout cas pour l'instant, d'être gentils. Et on l'a vu, regardez Jolani maintenant, comment il s'habille avec sa barbe bien rasée, il est habillé moderne. Pour un Moyen-Oriental, il est moderne, tandis que regardez les photos d'il y a 5 ans, c'est pas le même homme. il est habillé comme Donc, Zelensky. Ou voilà, Comme le Tché, on dirait un Barbudos. Oui, oui, voilà. voilà, ouais, ils l'ont. Donc, voilà, ils l'ont dit, bon, sois présentable pour la télé, pour les Non, Occidentaux. non, mais là, Donc ça, très clairement, il y a une opération de communication derrière. Qui est-ce qui tire les ficelles de définitivement, cette opération de voilà, communication? Parce que tout est calibré, en fait, aussi bien les discours que le visuel. voilà. Donc là, on peut se demander qui est derrière, hein, qui est Oh derrière là là. l'opération de communication. On va regarder un peu du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Moi, je pense que c'est peut-être le bon endroit. Surtout qu'il y a Je- beaucoup d'argent hein, pour payer des agences. voilà, donc je pense qu'il y a quand même une opération médiatique comme ça pour rassurer le monde entier et les Syriens inclus, pour dire tout va bien. Donc, pour éviter des rébellions dans les montagnes et tout ça. Donc, pour que tout le monde rentre dans le rang. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, puisque ces groupes rebelles risquent de se taper dessus très bientôt. Pour l'instant, tout va bien. Ils ont déposé Bachar, mais la question suivante, c'est comment euh, gérer ce pays? Ça va pas être une démocratie, il n'y aura pas d'élection, mais sur quelle base va être formé le gouvernement de la nouvelle Syrie? C'est-à-dire, est-ce que ça va être des tribales? Est-ce que ça va être des fédérations? Donc ça va être la vraie question. Et donc, pour l'instant, il y a une accalmie partout en Syrie, selon moi. On voit que, bon, il y a eu de la tension dans les premiers jours, ça s'est calmé, selon moi, mais ça risque de remonter quand ces clans vont se battre. Et lorsque ces groupes rebelles vont se battre entre eux, c'est là où on risque de voir les Alaouites trouver leur fenêtre d'opportunité, faire quelque chose. Je sais pas. Je sais même pas si cet État indépendant alawite est viable géopolitiquement. Là, on commence à Ouais, découper les pays. ouais, mais Je bon, sais pas. c'est la partie qui a accès à la mer quand même, et c'est Oui, oui, fondamental. non, mais je veux dire, en termes de population, il y a même certaines personnes qui disaient que cette région devrait être annexée par le Liban, puisque le Liban a Ouais, l'habitude d'avoir ouais, ces... ouais. Non, mais comme ça, je sais Ouais. pas, je dis ça comme ça, mais Ce pauvre Liban, il n'a pas besoin de ça en ce moment. Voilà. Non, mais il faut bien comprendre que la zone alaouite, tu m'arrêtes, hein, Régis, si je dis une bêtise, il y a une barrière montagneuse en fait qui Oui. la oui, sépare oui. du reste. Et donc, très typiquement, si tu veux, si jamais il y avait une volonté de sécession et la capacité à faire cette sécession, la barrière géographique, elle existe. Ouais. Mais il faudrait que les Russes appuient ce mouvement. Je pense que vu Oui, qu'il y oui. a les deux bases militaires, Alors, Mais de toute façon, le jeu des Russes, comme d'habitude, c'est un jeu avec des effets de bande. Et je pense que dans leur négociation avec le pouvoir actuel pour
pour garder leur base. En sous-main, même s'ils le disent pas, le pouvoir actuel pense évidemment à ce cas de figure où les Russes appuieraient une sécession éventuellement alaouite. Et là, ça serait quand même problématique pour les rebelles, parce que la force la force de frappe, et ils le savent très bien, les rebelles, c'est les Russes qui l'ont. Mais Ouais. Mais même, regardez, si dans le cas de figure où il y a cette zone autonome de l'attaqué, on va l'appeler zone autonome de l'attaqué qui se forme sous protection russe. Bon, Mm. la Syrie n'aura aucun port pour le commerce Ouais, international. bien sûr. Donc, c'est là où cette région peut être annexée par les Turcs, c'est-à-dire en disant, oh, votre seul salut, c'est d'être avec nous, puisque vous n'avez aucun port, aucun accès au Mais commerce mondial. en fait, le reste du territoire syrien, dans ce cas de figure, se retrouverait dans la même situation que l'Éthiopie vis-à-vis de l'Érythrée. Hein, donc, on serait dans ce cas de Ouais, figure. Hein, pour les mêmes raisons, d'ailleurs, il y a aussi une barre montagneuse, et ainsi de suite. ouais, ouais, Et, ouais, c'est vrai, et, c'est vrai. donc là, ça serait la Syrie qui serait en difficulté, le reste du territoire, et qui deviendrait, entre guillemets, l'otage de ces États qui sont des États côtiers. Aussi bien l'hypothétique État alaouite hein, ou territoire Mhm. alaouite, et bien sûr le Liban qui reprendrait une importance fondamentale dans ce cadre-là. Ouais. alors, par Mm. rapport à ce que tu disais, Alexandre, puis je crois qu'on a fait le tour de la question. Euh, Première observation que je vais faire, c'est que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Donc là, on est dans l'expectative, on regarde, mais je crois que c'était bien de laisser de retomber un petit peu la poussière parce que euh, on y voit, je ne vais pas dire un peu plus clair, mais de façon un peu moins trouble. En tout cas, on peut poser les problèmes, ce que tu fais, Alexandre, sur les défis auxquels serait confronté le pouvoir syrien. Moi, je vois pas trop de pouvoir syrien. Je pense que c'est une mosaïque, c'est un bazar euh, impressionnant. Je pense qu'on va vers probablement le chaos. Et ce d'autant que il y a plein de grands amis de la Syrie qui vont touiller la marmite et qui vont essayer Russes compris, les Iraniens, comment dire, Erdogan, bon, ils ont des stratégies, ils ont des perspectives, ils ont peut-être des objectifs, et puis il y a des gens qui ont envie d'y mettre le bazar, ne serait-ce que de gêner les États-Unis, parce que les États-Unis, avec l'arrivée de Trump, il va falloir qu'ils reprennent le truc. Ils ont, Mais il y a quand même des observations intéressantes. Je viens d'y penser, pardon. C'est que aucun des généraux de l'armée syrienne n'a été inquiété par HTS. Hmm. Aucun des ministres de l'État syrien n'a C'est été ce que je te disais, arrêté. c'est ce que je te disais. Seul le général Souhail al-Hassan, donc un des généraux les plus loyaux à, un des généraux qui a soutenu Bachar jusqu'à la fin et qui, avec sa division, les Tigres de la 25e division, qui d'ailleurs se sont échappés en Irak pour la plupart, mais c'était les seules forces réelles qui auraient pu bloquer HTS. Lui, ils l'ont arrêté. Euh, Certains des proches de la famille Assad ont été arrêtés et d'ailleurs certains ont été exécutés, mais les autres, on n'a pas entendu parler de généraux, de colonels, peu importe, qui ont été inquiétés, arrêtés ou même oui, mais exécutés. attendez, Donc je attendez, pense, attendez. Vous avez une force de 15 000 hommes qui est arrivée, totalement hétéroclite, pas qui 15 000, beaucoup plus nombreux, mais oui. non, mais après, je veux dire, mais même si c'est 30 000, il faut faire tourner un pays. En plus, c'est une mosaïque de mouvements. C'est un grand pays, la Syrie. C'est un pays qui avait des moyens. Alors là, Mais Régis, en gros, il faut voir HTS, c'est-à-dire que là où HTS est très différent d'ISIS, c'est-à-dire que ISIS, ils sont pour un djihad global, c'est-à-dire que les pays n'existent pas pour eux. Ils sont transfrontaliers, ils sont globalistes dans une certaine manière. non, maintenant, je te Maintenant, parle technique, je te parle oui, mais j'arrive, administration. j'arrive, j'arrive. HTS, ils sont nationalistes syriens avant tout, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des arrangements avec les élites syriennes. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire ils ont rassuré tout le monde en disant on garde le statu quo d'avant, mais on s'est débarrassé de Bachar et nous on est les nouveaux. Et tout le monde se dit bon, Bachar nous a causé tant de problèmes, on va voir ce que ça donne. Donc
HTS a dit, ils veulent garder les élites. On a vu plein de vidéos de policiers qui continuent leur job de policier. Donc pour l'instant, les banques fonctionnent. Donc pour l'instant, on voit qu'ils essayent de garder l'administration ancienne. Et c'est pour ça qu'on voit pas tant de chaos, puisque ils ne changent pas trop le quotidien des gens pour l'instant. Mais comme tu l'as dit avant, à Idlib, on a vu ce que ça veut dire vivre sous HTS. C'est-à-dire que oui, les communautés chrétiennes ont le droit de rester, mais pas de son de cloche pour les églises. On doit enlever la croix des églises, mais vous avez le droit de faire la messe le dimanche. Les femmes doivent se voiler. Donc il y a beaucoup de restrictions quand même. Mais ils vont pas s'ils sont politiquement intelligents, ils ne vont pas les faire d'un seul coup. Ils vont les faire petit à petit. Les gens vont accepter une chose, puis une autre. On se souvient d'un événement mondial où les gens ont accepté une chose après l'autre aussi, comme ça. Oui, mais Donc, il y a plein de gens qui les. Enfin, c'est ce que je disais que euh, beaucoup de gens auront intérêt à mettre le bazar, à empêcher ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'intérêts qui vont s'opposer. Parce que moi, j'ai du mal à voir HTS comme ça, où, bon, j'ai pris le pouvoir, je m'installe dans les bureaux de la présidence du Premier ministre. Et puis bon, voilà, je fais tourner. Il y a les préfets, il y a des hiérarchies, il y mais on a disait la même chose des talibans. Regardez-les aujourd'hui. Hmm. Ouais, non, mais c'est vrai, je viens d'y penser. On parlait la même chose. Ah, comment ils vont gérer tout le matériel, l'administration. Aujourd'hui, tout le monde serre la main des talibans. Donc, euh, c'est donc je pas faux. pense, C'est pas oui, faux. voilà, je pense que l'avenir peut être une sorte de, ils sont au pouvoir, mais s'ils veulent rester au pouvoir, ils vont pas être brutal non plus avec la population. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'exemple taliban, ils se sont dit on va faire pareil, et le peuple va accepter sûrement. Ben, le pauvre peuple afghan, Enfin, vu ce qu'il a pris depuis 40 ans, effectivement, les pauvres. la configuration quand même n'est pas la même, notamment en termes de liberté des femmes, historiquement, en Syrie, justement, comme l'a dit très bien Régis, avec cette libération de la femme par le régime Baas, hein, qui était un pouvoir politique laïque, et alors que c'est un cas de figure que l'Afghanistan a très très peu connu, hormis pendant la République populaire communiste là, de Najibullah. Et c'était uniquement concentré la ville de Kaboul, alors que là, c'était quand même sur toutes les grandes villes, et puis Mhm. euh, oui, c'est ça, le statut de la femme était quand même un statut qui était à part par rapport à ce qui risque d'arriver Mhm. maintenant. C'est clair. Mais bon, je pense que c'est le moindre des soucis des puissances mondiales et du peuple, de beaucoup de communautés en Syrie. C'est triste à dire. C'est, Chacun essaiera de tirer les marrons pour son propre feu. Messieurs, nous avons été très raisonnables. Nous avons fait, pour l'instant, à la minute près, nous avons fait 1 heure. Hein, c'est Très bien, c'est bien. bien. je trouve que, je pense que c'était euh, une idée intéressante de faire J'aimerais un bien point voir les après quelques commentaires jours. des gens et de peut-être faire un retour en essayant de répondre aux questions des gens. On pourrait essayer de faire ça Pourquoi et pas? de voir. Peut imaginer on peut imaginer une formule. Ben là, on se tourne vers ceux qui nous regardent. Hein, avant de vous dire au revoir, on va regarder ça. Et puis, on va se donner rendez-vous. Hervé et Alexandre, dans 2 ans, on fait un point pour savoir où on est à Syrie. Je plaisante. Hein. Bon, je pense que de toute façon, l'histoire s'est accélérée depuis Mhm, le 24 février 2022 et mhm. que ça n'est pas fini. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et à très bientôt.